48 heures, c'est tout ce que la loi française accorde à quelqu'un pour décider de mourir. Pas 3 mois, pas 3 semaines, 48 heures. Pendant que le Canada impose un délai de réflexion d'1 mois et la Belgique de 3 semaines, la France a choisi 48 heures pour l'une des décisions les plus irréversibles qu'un être humain puisse prendre. Et cette loi vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Le projet de loi relatif à l'aide à mourir a recueilli 295 voix pour, contre 232 voix contre, avec 35 abstentions. Ce n'est pas la première fois que ce texte passe devant les députés, c'est la 3e lecture. 3 fois que ce projet revient dans l'hémicycle. Et à chaque passage, quelque chose se passe que peu de gens ont remarqué. L'écart entre les partisans et les opposants se réduit. Au premier vote, plus d'une centaine de voix séparaient les deux camps. Aujourd'hui, cette majorité tient à une 60aine de voix. La résistance grandit. Mais pour l'instant, la loi avance. Ce qui rend ce vote encore plus troublant, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Le Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique du pays, a publié un communiqué officiel en pleine période de canicule, signé par son grand maître Pierre Bertinotti, pour appeler à accélérer le vote sur l'euthanasie. L'argument avancé était le suivant. Des personnes âgées mouraient de chaleur, il fallait donc accompagner les gens vers la mort. Ce communiqué existe, il est signé, il est public, et il porte en titre ces mots. La loi relative à l'aide à mourir, un enjeu de liberté, de dignité, de laïcité. Le même Grand Orient de France dont le grand maître a été photographié aux côtés de la ministre qui a porté politiquement ce texte. Quand Emmanuel Macron déclarait devant la Grande Loge de France que les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental sur la fin de vie et que c'est une bonne chose, la boucle était bouclée. Et pourtant, dans les médias, dans les conversations de rue, l'argument qui revient sans cesse est simple, presque désarmant. C'est pour les gens qui souffrent. Difficile d'être contre ça, non? Difficile de regarder quelqu'un souffrir et de dire non. C'est précisément pour cette raison que cet argument est si puissant. Et c'est précisément pour cette raison qu'il mérite d'être examiné avec la plus grande rigueur. Parce que, derrière cette phrase, se cache une réalité beaucoup plus complexe et une trajectoire que d'autres pays ont déjà empruntée avant nous. Il faut d'abord parler des soins palliatifs. Ils existent, ils fonctionnent. Quand ils sont accessibles, les familles en sont satisfaites, les patients souffrent moins, ils sont accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Les soins palliatifs comprennent des sédations profondes dans les cas d'extrême nécessité, où le patient est plongé dans un sommeil profond pendant que la maladie suit son cours naturel, sans douleur, sans conscience aiguë de l'agonie. Ils comprennent un soutien psychologique, une présence humaine, un accompagnement spirituel pour ceux qui le souhaitent. Combien de personnes, arrivées aux portes de la mort, se sont tournées vers la foi, vers la prière, vers quelque chose de plus grand qu'elles, simplement pour ne pas partir seules. C'est ça, accompagner quelqu'un vers la fin de vie. Une main tendue, une voix, une présence, pas une seringue. Le problème, c'est que ces soins palliatifs ne sont pas accessibles à tout le monde. En France, une grande partie de la population n'y a pas accès. Les raisons sont multiples. Le désert médical dans certaines régions, le manque de moyens financiers, le manque de structures, le manque de personnel formé. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs l'a elle-même documenté dans un communiqué officiel. L'accès aux soins palliatifs reste profondément inégal sur le territoire. Et c'est précisément ce vide que l'euthanasie vient combler, non pas en résolvant le problème, mais en le contournant. Plutôt que d'investir dans des structures d'accompagnement humain, on propose un raccourci. 48 heures et c'est terminé. Pensez à quelqu'un que vous connaissez peut-être, une personne atteinte de migraines chroniques sévères, plusieurs crises par semaine, des douleurs abominables même sous traitement, une vie entière construite autour de cette souffrance permanente. Et pourtant, cette même personne s'occupe de ses enfants, travaille, voyage, rit avec ses amis, aime sa famille. Sur le papier, selon la logique de cette loi et de ses évolutions possibles, son état pourrait un jour entrer dans les critères de l'aide à mourir. Est-ce que cette personne voudrait mourir? Est-ce que souffrir signifie vouloir cesser de vivre? La réponse, pour la grande majorité des gens qui souffrent, est non. Mais la loi, elle, ne pose pas toujours cette question avec suffisamment de soin. Et c'est là que l'exemple canadien devient glaçant. Le Canada a légalisé l'euthanasie en 2016. À l'époque, le texte ne devait s'appliquer qu'à des adultes majeurs confrontés à une mort imminente et irrémédiablement douloureuse. Cas extrême, disait-on. Cas exceptionnel. En 2021, soit 5 ans seulement après la légalisation, le champ d'application a été élargi à toutes les maladies chroniques et aux handicaps graves, même sans imminence de la mort. En mars 2027, cette aide à mourir sera étendue aux maladies mentales. Aujourd'hui, l'euthanasie représente 5% de l'ensemble des décès au Canada.
5%. Ce n'est plus un recours exceptionnel, c'est une modalité de mort ordinaire. La Belgique suit une trajectoire similaire. Et en France, la loi qui vient d'être adoptée ne contient, à ce stade, aucun garde-fou strict. Aucune restriction clairement définie au seul cas d'extrême urgence ou de souffrance terminale irrémédiable. Rien de tel n'a été formellement statué dans le texte. La porte est ouverte. Et l'histoire récente de nos voisins nous montre exactement où ce couloir mène. Au sein de l'Assemblée nationale, le vote a révélé des fractures inattendues. Au Rassemblement national, aucune consigne de vote n'a été donnée. Les députés étaient libres de voter selon leur conscience. Résultat, 103 voix contre au sein du groupe, mais 14 voix pour. Parmi ceux qui ont voté en faveur du texte figure Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale. 5 députés du groupe se sont abstenus. L'abstention sur un sujet comme celui-ci mérite qu'on s'y arrête. Un député est élu pour voter. Il est rémunéré pour prendre position. S'abstenir sur une loi qui pourrait un jour concerner la vie ou la mort d'un proche, d'un parent, d'un grand-parent, c'est une forme de démission morale. Si demain une personne de votre famille se retrouve dans une situation où cette loi s'applique, l'abstention d'un élu ne vous protégera pas. Catherine Robert, députée du Rassemblement national, a voté contre. Elle a expliqué son choix en ces termes. La priorité absolue doit être le soin, l'accompagnement des patients et le développement réel des soins palliatifs partout en France. Elle a ajouté que ce texte demeure inabouti et comporte des risques réels de dérive dont on connaît désormais les effets au Canada et en Belgique. Un sujet si crucial méritait un cadre plus protecteur. C'est un vote de conscience pour défendre une société qui soigne et accompagne les malades et les plus fragiles jusqu'au bout. Et pendant que ce débat se déroulait à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron participait au 9e Congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort. Là, il déclarait que la peine de mort était inhumaine, que la République ne tue pas. Pas de peine capitale pour les criminels, les assassins, les auteurs des actes les plus graves. Mais 48 heures suffisent pour qu'une personne âgée souffrante puisse demander à mourir et obtenir satisfaction. Cette contradiction ne demande pas d'être commentée, elle parle d'elle-même. La trajectoire de cette loi ressemble étrangement à celle de l'interruption volontaire de grossesse. À l'origine, l'IVG avait été conçu pour des situations d'extrême nécessité, des cas limites, des circonstances exceptionnelles. Au fil des années, son champ d'application s'est progressivement élargi jusqu'à devenir, pour certaines, une forme de contraception de dernier recours. Le principe de départ avait été présenté comme un filet de sécurité. Il est devenu une pratique banalisée. Le même mécanisme est à l'œuvre ici. On présente l'euthanasie comme une réponse à des souffrances extrêmes et rares. 5 ans après la légalisation au Canada, c'est 5% de tous les décès. Dans 7 ans au Canada, ce sera les maladies mentales. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans ? La procédure française telle qu'elle est conçue dans ce texte prévoit un délai de réflexion de 48 heures. 48 heures pour confirmer une demande de mort. Pas un mois comme au Canada, pas 3 semaines comme en Belgique. 48 heures. Pour replacer cela dans une perspective concrète. 48 heures, c'est le temps qu'il faut pour traverser une mauvaise nuit, recevoir une mauvaise nouvelle, traverser un épisode de désespoir aigu. C'est le temps pendant lequel un patient sous l'effet de la douleur, de la médication, de l'isolement, peut prendre une décision qui ne sera jamais réversible. Aucun pays ayant légalisé l'euthanasie n'a choisi un délai aussi court. Aucun. Ce texte doit maintenant retourner au Sénat pour une 3e lecture. Le Sénat devrait très probablement le rejeter. Mais le gouvernement a annoncé qu'en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, il donnerait le dernier mot à l'Assemblée nationale. Un vote décisif est prévu le 15 juillet pour trancher définitivement. Ce qui signifie que malgré le rejet probable du Sénat, malgré la résistance croissante des députés, l'écart est passé de plus de 100 voix à une 60aine en 3 lectures, cette loi pourrait être promulguée dans les semaines qui viennent. Il y a quelque chose de profondément humain dans le désir de ne pas voir souffrir ceux qu'on aime. Quelque chose d'instinctif, de viscéral. Quand on voit un proche se débattre contre la douleur, l'idée d'abréger cette souffrance peut sembler miséricordieuse. C'est ce sentiment que cette loi mobilise. C'est sur cette corde-là qu'elle joue. Mais accompagner quelqu'un vers la mort, ce n'est pas appuyer sur un bouton. C'est être là. C'est parler. C'est tenir une main dans le noir. C'est appeler un médecin à 3 heures du matin. C'est trouver les mots ou accepter qu'il n'y en a pas. C'est ce que les soins palliatifs, quand ils sont bien appliqués, permettent de faire. Et c'est ce que la France devrait financer, former, déployer sur tout son territoire avant de proposer 48 heures pour décider de cesser de vivre. La vraie question que cette loi pose n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas « faut-il aider les gens à mourir ?» c'est «
Pourquoi une société choisit-elle d'investir dans la mort plutôt que dans le soin? Pourquoi est-il plus simple, politiquement et financièrement, d'ouvrir un droit à mourir que de garantir à chaque Français un accès digne aux soins palliatifs? Développer les soins palliatifs créerait des emplois, formerait des soignants, construirait des structures d'accompagnement dans les déserts médicaux. Ce serait coûteux, ce serait lent, ce serait humain. Le Canada a légalisé l'euthanasie en 2016 pour les cas les plus graves. En 2021, c'était pour les maladies chroniques. En 2027, ce sera pour les maladies mentales. 5% des décès canadiens. Une progression régulière, méthodique, chaque étape présentée comme raisonnable, chaque élargissement justifié par la logique de la précédente. C'est ce chemin que la France s'apprête à emprunter, avec un délai de réflexion 2 à 4 fois plus court que celui de ses voisins, sans garde-fou clairement défini dans le texte et avec un vote final prévu pour le 15 juillet. Et au fond, ce qui reste, c'est une question que chacun porte peut-être sans le dire. Si quelqu'un que vous aimez se retrouvait dans cette situation, si c'était votre mère, votre père, votre grand-parent, souffrant, épuisé, peut-être seul, est-ce que 48 heures vous sembleraient suffisantes? Est-ce que vous voudriez qu'on lui tende une seringue ou qu'on lui tende la main?